Un flic qui démissionne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de cas qui t'ont précédé de l'histoire de flics qui démissionnent. En tous les cas, là, toi, tu viens de démissionner, tu viens d'adresser à ton ministre un long courrier par lequel tu lui expliques pourquoi tu démissionnes, et cette lettre est datée du 27 novembre. Alors c'est touchant, c'est costaud, c'est rare surtout de lire une chose pareille. Et comment t'en es arrivé là ? J'en suis arrivé là. Alors déjà, juste précision juridique, j'ai envoyé une rupture conventionnelle, qui doit aussi être acceptée par le ministre, de toute façon, comme une démission. Après, comment j'en suis arrivé là ? Je ne suis pas le seul. J'ai découvert, après avoir écrit cette lettre, j'ai des collègues qui m'ont écrit sur les réseaux sociaux en me disant « Moi, j'ai démissionné il y a quelques années, à la fois des policiers et des gendarmes, parce que je ne me reconnaissais plus dans le métier qu'on me demandait de faire. Ils l'ont fait sans perte et fracas, ils sont juste partis, parce qu'ils étaient écœurés des ordres qu'ils recevaient. Et moi, j'en suis arrivé là comment ? Je me suis engagé dans la police pour être au service des gens et défendre les libertés individuelles. Ça a été de moins en moins le cas, avec de plus en plus de lois liberticides, la police utilisée pour oppresser les gens plutôt que les défendre. Et j'ai dit, je continuerai le combat en interne tant qu'il y aura un espoir de réformer la police à partir de l'intérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Les derniers petits verrous qui permettaient encore de lutter avec des vidéos, par exemple, avec la loi sécurité globale qui m'a empêché de filmer les policiers, qui va mettre le dernier verrou pour que ce soit l'omerta la plus complète. Et à partir de là, il n'y a plus de moyen de résister à l'intérieur de la police nationale, donc il faut sortir et partir. Mais il faut partir en expliquant pourquoi on part. C'est-à-dire que le but du jeu de cette lettre également, c'est de faire un électrochoc, que les gens prennent conscience que la police est nécessaire, mais qu'il y a un sacré malaise et que les missions qui sont actuellement confiées à la police et certains policiers... T'as presque dit milice, hein. Pas milice, parce qu'il y a une partie, justement, c'était la fin de la phrase, il y a une partie qui sont des miliciens à l'heure actuelle, qui commettent des exactions et qui sont couverts au plus haut niveau hiérarchique. Donc du coup, à partir de là, il n'y a plus moyen d'être... respectable et respecté quand on est dans la police, comment les diriger à l'heure actuelle. J'ai préféré partir pour continuer le combat pour les policiers qui veulent continuer de faire leur travail correctement en espérant pouvoir y aboutir. Alors, tu as écrit un bouquin qui est sorti au mois de novembre 2019, mais tu as écrit ce bouquin à la faveur déjà d'une suspension. C'est pas la première fois. Là, c'est toi qui démissionnes avec demande de rupture conventionnelle, mais tu as déjà été à moitié viré pour tes actions syndicales, pour ton positionnement syndical. Ton syndicat s'appelant Vigie. Vigie, j'ai été exclu donc à l'époque de 12 mois, exclusion temporaire de 12 mois, dont 6 fermes, que j'ai fait, bien évidemment. Et c'est surtout pour les motifs. Voilà, parce qu'il y a souvent des syndicats sur les plateaux de télé qui disent la police nationale est la fonction publique la plus sanctionnée. Ce qui est vrai. Mais pourquoi les policiers sont sanctionnés ? Est-ce que c'est pour avoir tabassé des gens, avoir tué Madame Zined Redouane, avoir mutilé des manifestants ? Quelquefois. Beaucoup de policiers sont sanctionnés pour un manque de loyauté envers leur chef, c'est-à-dire qu'ils ont dit il y a ça, on va pas le faire, cet ordre illégal, je ne l'accepte pas. Donc ils sont sanctionnés. Et le point le plus intéressant, on est sanctionné également, ce qui a été aussi mon cas, en plus du manque de loyauté, c'est avoir porté atteinte au crédit et renom de la police nationale, y compris dans sa vie privée. Et ces termes ont été une reprise du statut général de la fonction publique de Vichy. Voilà, c'est-à-dire que c'est l'article 5 du statut général. C'est-à-dire qu'en fait, les fonctionnaires à l'époque, et comme maintenant dans la police nationale, même dans leur vie privée, n'ont pas... Ça avait été abrogé, ça a été remis en 2014, quasiment mot pour mot dans le code de déontologie de la police nationale. C'est Valls. Oui, exactement. Avec l'aval de la plupart des syndicats majoritaires qui ont signé ce texte. Et donc j'avais été suspendu pour 3 motifs. 3 motifs au nom du syndicat d'ailleurs. C'était pas des fautes professionnelles, parce que professionnellement j'étais bien noté. C'était d'avoir dénoncé les agressions sexuelles d'un médecin de la police nationale, qui au moment où j'ai été sanctionné, avait été condamné par la justice, reconnu pervers, interdit d'exercer la profession de médecin et fiché au fichier des délinquants sexuels. Malgré que les faits et la justice nous aient donné raison, le monsieur Castaner a estimé que j'avais quand même porté atteinte à la police nationale. La deuxième raison... C'est la raison ? C'est une des 3 raisons. Ça, c'est selon toi. Ah non, j'ai le texte qui est publié sur Internet, j'ai même mis ma sanction sur Internet, pour que les gens puissent la voir. C'est pas selon moi, c'est marqué noir sur blanc. La deuxième sanction, ça a été par rapport à avoir dénoncé des falsifications des chiffres de la délinquance. C'est-à-dire qu'en fait, dans la police nationale, pour avoir des bons résultats et des bons chiffres, par exemple, quelqu'un qui est victime d'une tentative de vol avec effraction, s'il n'y a rien qui est volé chez lui, parce que les voleurs ont été dérangés, c'est requalifié en dégradation volontaire. On passe d'un délit à du contraventionnel. Donc dans les stades de la délinquance, les chiffres sont bons. Mais du coup, le plaignant n'a pas ce qu'il veut, la justice ne peut pas travailler correctement, et le seul qui est content, c'est le commissaire qui a des beaux résultats dans sa circonscription. Donc on avait dénoncé ça publiquement.
Quand je suis passé en conseil de discipline, l'administration a dit on a fait notre travail, on a fait un audit interne. L'audit dit les chiffres sont truqués. Voilà, donc le ministre avait l'audit qui confirmait ce qu'on dénonçait. Il m'a quand même sanctionné. Et le dernier point, c'était d'avoir dit qu'il y avait un problème structurel qui pousse les policiers au suicide. Monsieur Castaner l'avait dit lui-même en disant ce n'est pas des problèmes personnels, j'en ai marre de l'entendre dire. Et on a eu le directeur général de la police nationale un mois avant ma sanction qui l'a dit sur une chaîne de grande écoute. La police nationale, le suicide, c'est un problème structurel et non conjoncturel. Donc 3 choses qui étaient factuelles et c'est ces choses-là pour lesquelles j'ai été sanctionné. Donc du coup, à tel point que c'était lunaire et complètement odieux, le syndicat Alliance, qui était majoritaire pour la partie syndicale dans mon conseil de discipline, qui a déclaré au conseil de discipline « Nous ne sommes pas d'accord avec ses positions syndicales, mais nous ne sommes pas aujourd'hui là pour juger un syndicaliste, c'est pas notre rôle, donc nous quittons la salle et nous ne participerons pas à cette mascarade. » Et donc c'est le ministre tout seul qui a choisi de me sanctionner à l'époque. Je regardais Monsieur Darmanin hier qui répondait aux parlementaires. Et il y a toute une séquence où il évoquait la popularité de la police. Comment l'opinion française, les Français font confiance à leurs policiers. Malgré tout ce que tu dis, ce que tu sais, et tout ce mouvement qu'on a depuis un certain temps sur les violences policières, etc., les témoignages divers et variés, il n'empêche que dans sa très large majorité, l'opinion française continue d'estimer et de soutenir sa police. Et Darmanin en a parlé dans cette rencontre avec les parlementaires, tout en disant que oui, il y a un certain déclin de ce soutien, mais ça reste très important, de l'ordre de 65 à 70%. Je ne sais pas très bien comment sont établis ces sondages. Des sondages ont été donnés. 69%, alors chacun a ses chiffres, hein, mais à quelques sondages près. 69% sondage ELAB du juin 2020. À un moment donné où les choses étaient compliquées d'ailleurs avec la police nationale. Apprécient leur police. 81% pour la gendarmerie de mémoire. C'est vrai que ça baisse pour la police et c'est vrai que c'est pas 100%. Permettez-moi de faire 2 remarques. D'abord, 69% des Français aiment-ils la classe politique ? Aime-t-il le ministre de l'Intérieur? Aime-t-il les parlementaires? Je pense que c'est quand même un chiffre très important de popularité. Beaucoup aimeraient être élus à plus de 60%. Je crois qu'il faut relativiser quand même la détestation qu'on semble évoquer et que les grands titres des journaux ne sont pas toujours ce que pense profondément l'opinion publique. Qu'est-ce que tu penses de ce paradoxe? Ça dépend quel sondage on prend. Il y a un sondage qui avait dit que c'était la première fois, un sondage IFOP, qui avait que 45% des Français avaient une bonne opinion de leur police. Ça faisait la première fois qu'on passait la barre des 50%. Donc ça dépend quel sondage on prend. Voilà. Donc déjà, voilà. Après, ça dépend quelle chose fait. Parce que je sais qu'il y avait Monsieur Castaner qui avait fait un tour de passe-passe, qu'on avait été aussi auditionné à l'Assemblée nationale, en disant dans un tel sondage, on a une très bonne opinion de la police. En fait, c'était une opération interne de communication de savoir qu'est-ce que pensaient les gens sur une enquête de satisfaction des services de la police. On avait demandé qu'à des gens qui aimaient bien la police ce qu'ils en pensaient. Donc forcément, ils pouvaient dire qu'il y avait des trop hauts résultats. Donc ça dépend ce qu'il y a derrière. Après, le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas dans un débat. Il n'y a pas de débat sur la police. On a le choix d'être pour la police ou contre la police, plutôt que de se poser la question quelle police on a besoin et quelle police on veut. Parce que la police, à mon sens, est nécessaire. Par contre, les gens qui tabassent comme les gens comme Michel Zecler, qui mutilent les gens, ceux-là n'ont pas leur place dans la police. Et aujourd'hui, M. Darmanin, par son habileté rhétorique, arrive à placer le débat. Vous prenez la police en bloc ou vous la refusez en bloc. Mais du coup, le débat est mal posé. Si on pose la question aux Français, est-ce que vous aimez votre police? De façon générale, ils vont vous dire oui. Est-ce que vous cautionnez les exactions qui sont commises par certains policiers? Ce serait la question qui serait intéressante de poser aux Français. Là, je suis sûr qu'on n'aurait pas 70% de soutien. Dans l'affaire Michel Zecler, il y a un truc qui est très intéressant, c'est comment, effectivement, s'il n'y avait pas eu les images, on n'aurait jamais vu tout ça, bien évidemment, et surtout Michel Zecler serait probablement en tôle à l'heure qu'il est, quoi. Il aurait été en tôle parce qu'il y a des policiers qui ont fait une déposition, et c'est un faux en écriture. Ils ont fait un faux en écriture. Si il n'y avait pas eu ces images, quelle
quels auraient été les recours de Michel Zecler malheureusement, contre ces mensonges, contre ces... Il aurait été broyé par le système, malheureusement, parce qu'il n'y a pas de recours dans une situation pareille. Ça aurait été sa parole contre celle de 4 policiers. Qu'ont déjà fait certains syndicats de police de façon dégueulasse, ils sont allés fouiller dans son passé pour essayer de le salir plutôt que de dire ça n'a plus rien à voir. C'est-à-dire qu'en fait, pour ces syndicats de policiers, on serait bien retourné à l'ancien régime avec marqué au fer rouge des galères. Une fois qu'on a commis une infraction, c'est à vie et on est marqué. Alors que la société française permet de se racheter et de passer à autre chose. Eux, ils ne le tolèrent pas. Donc les antécédents auraient joué contre Michel Zecler. Après, il aurait pu se plaindre à l'IGPN. L'IGPN, c'est la police des polices. Donc on va se plaindre à la police d'un comportement de policier. Autant dire que l'affaire est pliée. Et après, il y a besoin de matérialité, de preuves. Et s'il n'y en a pas, c'est fini. Donc, et c'est dans toute la rhétorique de ce projet de loi de sécurité globale, ces images, personne n'en veut dans l'administration française, parce qu'ils veulent cacher ça. D'ailleurs, M. Macron a bien dit, ces images de Michel Zecler sont une honte. C'est les images qui l'ont choqué, c'est pas le fait qu'il soit tabassé. Oui. Et moi, c'est image ou pas image, c'est le résultat qui m'a choqué, c'est pas le fait que ce soit filmé. Donc en fait, même dans la rhétorique du pouvoir à l'heure actuelle, c'est parce que ces images ont été visibles qu'ils réagissent. Il n'y en a aucun qui a dit c'est ce qui s'est passé qui m'a choqué. C'est les images qui les ont choqués. Est-ce qu'il y a beaucoup de déclarations fallacieuses comme ça? C'est le problème de ça, c'est qu'on ne peut pas le quantifier par manque de transparence. Il y a déjà des affaires qui sont sorties comme ça. Je pense à une affaire où il y avait plusieurs collègues qui avaient fait des faux en écriture suite à une erreur qu'ils avaient commise. Et ils ont été jugés et condamnés pour ça. Donc ça arrive que ça sorte. Par contre, il faut avoir des témoins, il faut avoir des... Ou des fois aussi, ce qui est arrivé dans l'affaire à laquelle je pense, je ne sais plus quelle année, il y a quelques 5-6 ans, c'est parce qu'il y avait des policiers qui avaient été outrés de ce qui s'était passé, qui avaient donné leur version des faits. Donc il faut réussir à convaincre un policier que ce qu'il a vécu et ce qu'il a vu, il faut qu'il témoigne contre ses collègues pour dire attendez, la police, c'est pas ça. Donc il y a des choses qui peuvent être faites, qui semblent très compliquées, et c'est bien pour ça que M. Darmanin et M. Macron veulent plus qu'on filme les policiers. Parce que je le répète, si c'était réellement de protéger les policiers, à l'heure actuelle, il y a déjà des lois qui font que si les policiers sont harcelés comme le reste de la population sur les réseaux sociaux, c'est 2 ans de prison et pas 1 an. S'il y a des menaces de mort sur les réseaux sociaux, c'est 5 ans de prison, et divers et variés. Donc du coup, il y a déjà des lois plus protectrices, et j'en veux pour preuve quand les lois sont appliquées. Il y a une collègue qui était à Versailles, qui a été justement suivie par quelqu'un qui faisait des photos de où elle habitait, tout ça, en sachant que c'était pour les publier dans un but malveillant, ce qu'elle a fait. Elle a été condamnée à 17 mois de prison, donc c'était plus que ce que la loi proposait de M. Darmanin. Donc en fait, on n'est que dans de l'effet émotionnel, de l'effet réactionnel, pour convaincre la population, qui malheureusement, par une méconnaissance des lois, y compris les policiers d'ailleurs, parce que s'ils connaissaient les lois, ils ne iraient pas se battre pour cet article de loi. On est dans de l'émotionnel, du ponctuel et surtout de la propagande politique pour d'autres buts. Dans l'image populaire, dans l'image pour les contestataires, c'est le flic, enfin l'ennemi, c'est l'adversaire, c'est le flic, enfin tout le monde déteste la police, etc. Dans ces manifestations-là, ça s'adresse au CRS, ça s'adresse aux petits flics de base, quoi, en somme, mais rarement la hiérarchie quand même. Rarement la hiérarchie. Là, on le voit avec quand une affaire, tu vas me préciser ça, quand une affaire va à l'IGPN, au mieux, si ça aboutit, ce sera effectivement le petit flic de base qui va être puni d'une manière ou d'une autre, etc. Mais enfin, la hiérarchie est tranquille. Tout ce qui monte jusqu'au ministre, tous ces intermédiaires-là, ils sont tranquilles. Ça, je te reconfirme ça. Effectivement, on a eu le cas, je donne 2 exemples, par exemple, je donne dans le livre, mais il y a eu un collègue qui avait été poursuivi pour vol d'électricité par l'administration, parce qu'il rechargeait son téléphone portable. L'administration avait demandé, donc c'était un adjoint technique de la police nationale, et avait demandé 3 mois d'exclusion temporaire de fonction parce que c'était un voleur. Voilà. Et à côté de ça, l'IGPN a été capable, après un conseil de discipline, d'un commissaire. Au moment des attentats du 13 novembre, il avait pris dans la caisse de la lutte antiterroriste. C'était le directeur adjoint du renseignement de la police parisienne. Et du coup, ce qu'il n'arrivait plus à payer les traites de son château en province. Il avait des problèmes de riches. Résultat des courses, par contre, il y a des collègues qui n'ont pas eu leurs frais remboursés, qui ont eu des problèmes bancaires. Et plus grave, il y a des collègues qui ont demandé des surveillances sur des cellules qui étaient proches de ceux qui sont passés à l'acte le 13 novembre. Ils n'ont pas eu d'argent, ce qu'on leur a dit, il n'y a plus de sous. Ce commissaire n'a pas été sanctionné, il a été juste déplacé de service. Voilà, donc à partir de là, quand on remonte trop dans la hiérarchie, même pour des faits très graves, l'IGPN n'a même pas enquêté
sur ce qui aurait pu se passer au niveau du Bataclan, les responsabilités sur les attentats, en tout cas, voilà, ils ont juste regardé, il a remboursé, c'est bon, c'est un honnête citoyen. Moi, je mets au défi n'importe quel braqueur de banque qui est pris, qui dit bah, je vous rends l'argent, je suis un honnête citoyen. Non, il va quand même en prison. Donc, en fait, on est sur cette hiérarchie, et c'est cette hiérarchie qui fait ce qu'elle veut, en fait. Parce que justement, elle peut agir en toute impunité. C'est des copains. On a pu voir Madame Brigitte Julien, directrice de l'IGPN. Il y a des journalistes qui lui avaient posé la question 378 affaires sur les gilets jaunes, 2 traités. Et elle a rigolé en faisant oui, 2. Et en rigolant avec un sourire narquois. Donc on en est là en fait. C'est des gens qui sont nommés par le pouvoir en place. Leur carrière va continuer avec eux et ça ne va rien changer. J'en reviens à M. Darmanin qui disait à quel point les flics étaient souvent d'origine populaire, étaient des petites gens. Vous les connaissez tous, ces gardiens de la paix, dans vos circonscriptions. C'est souvent, sociologiquement en tout cas, j'ai qu'un regard très empirique de ma commune de Tourcoing et de ma circonscription de la vallée de la Lys. Mais enfin, les policiers, quand bien même ils seraient d'ailleurs sous-officiers, voire officiers, on ne peut pas dire qu'ils roulent sur l'or. Ils vivent parmi les Français, ils ont les difficultés des Français. Beaucoup d'entre eux sont dans des logements sociaux. Quelques-uns d'ailleurs vivent dans leur voiture. On n'imagine pas des flics, même des jeunes flics qui commencent dans la carrière et qui dorment dans leur voiture. C'est vrai, ça ressemble à quelque chose, d'après ton expérience? Alors c'est vrai, moi j'ai connu, on a défendu un collègue qui dormait dans sa voiture. Mais par contre, il faut savoir pourquoi il dormait dans sa voiture. Parce qu'en fait, au début, il dormait dans le commissariat. Il avait le droit de dormir dans la salle de pause pour se mettre au chaud. Et le chef de service a dit, c'est plus les heures de service, moi je veux pas de problème, tu vas dehors, tu dors dans ta voiture. Donc en fait, monsieur Darmanin, il va faire pleurer dans les chaumières, mais il fait rien en fait. C'est inadmissible que n'importe qui dorme dans sa voiture, je veux dire, que ce soit un policier ou plus largement dans la population française. Donc là, il essaye de donner une image en disant, vous avez vu, c'est des petites gens. Oui, effectivement, on est payé correctement, mais pas des milliers des cents, sauf pour la classe des commissaires. Et voilà, mais après, monsieur Darmanin, en fait, utilise la police nationale et l'image de la police nationale de la façon la plus abjecte pour sa communication personnelle. Je vais donner 2 exemples. 2 exemples, par exemple, sur le projet de loi sécurité globale. Il a utilisé en disant il y a des policiers qui sont assassinés chez eux par des terroristes. Et alors, faisant référence à Magnanville. Oui. C'est juste une honte d'instrumentaliser la souffrance de cette famille et des policiers en général. Pourquoi ça s'est passé? Les dernières pistes de l'enquête, c'est une fuite de données des ressources humaines sur des mutations et avancements entre le ministère de l'Intérieur et un syndicat de police. Donc ça n'a rien à voir avec des images sur les réseaux sociaux. Deuxièmement, il a dit les policiers partent en dépression et suicident des fois à cause de ça. Et c'est pour ça que je fais cette loi. Non, ça c'est l'hypocrisie. Les policiers se suicident parce qu'il y a un management délétère. Ils ne se retrouvent plus dans leur mission. Ils ne savent plus quoi penser. Il y a une hiérarchie qui leur met la pression tous les jours. Il y a des heures supplémentaires qui s'accumulent. Leur vie familiale est détruite. Il y a tout ça. Et la réponse de M. Darmanin pour lutter à ça, c'était un 2e numéro vert après celui de M. Castaner. Donc on est juste dans quelqu'un qui instrumentalise la souffrance pour des fins personnelles et qui essaye de faire pleurer dans les chaumières françaises alors que lui-même est le premier à martyriser les policiers. Comment tu expliques que la majorité des policiers soient au Front National et votent pour le Front National? Alors ça, on me pose la question régulièrement. Bah oui, et alors la question est la suivante, c'est qu'en fait, on ne sait pas ce que votent les policiers. Il y a cette légende urbaine qui est partie de 2 choses. Ah, c'est une légende urbaine, ça? Je vais donner les faits. C'est-à-dire qu'en fait, c'est peut-être vrai ou peut-être pas vrai, mais il n'y a rien qui permet de le prouver dans un sens ou dans un autre. Donc pourquoi ça a été démontré? Il y avait quelqu'un qui avait dit, il y a un bureau de vote qui était à Satory et à Versailles, et qui a voté 50% Front National à je ne sais plus quelle élection régionale en 2015 de mémoire. Et donc ça, c'était une caserne de gendarmes et de militaires. Par extension, les gens ont dit, les gendarmes ont voté ça, les policiers votent pareil. Bon, voilà. Donc, depuis ce bureau de vote, comme le vote est secret en France, a été dissous et éclaté dans d'autres bureaux de vote pour qu'on ne puisse pas faire d'analyse sur une profession. Pour le coup, les policiers n'étaient pas du tout dedans. Ensuite, il y a eu un sondage, une étude du Cevipof qui a été publiée aussi quelques années après. Et en fait, il y a quelque chose que beaucoup de gens oublient, c'est qu'à la fin, il y a marqué sur une étude faite sur 114 policiers, gendarmes et militaires. Et tous les gens qui ont fait des statistiques sur des études ont dit 114 n'est pas un échantillon représentatif. Et d'autant plus, on ne sait pas la part dans chaque profession qui a été interrogée. Donc en fait, on arrive à des conclusions avec des grands tableaux et la petite ligne en bas, qui est en général la plus importante, personne n'en a parlé. Donc au final, on ne sait pas ce que votent les policiers. La deuxième chose, c'est qu'on peut voir aux élections professionnelles, il y a plusieurs syndicats, dont certains syndicats qui s'affichent proches de l'extrême droite. À remettre aussi en relief, parce qu'il y a eu une fraude massive aux élections professionnelles des syndicats qui sont restés en place, mais les syndicats proches de l'extrême droite ont fait 5% des voix dans la police nationale. Voilà, et après je vais donner une autre analyse, donc ça c'est les analyses factuelles, et j'avais entendu ça d'un collègue de Sud Intérieur, qui avait été interrogé sur le même sujet, on était sur un débat ensemble, et il avait dit en fait la question est mal posée. C'est pourquoi les policiers, une fois qu'ils sont dans la police, après vont voter vers le Front National.
Il a dit en fait on pose la démarche dans le mauvais sens. C'est pourquoi les policiers, par rapport à leur contexte professionnel, par rapport à ce qu'ils vivent, des fois ils pensent que le dernier refuge est le vote Rassemblement national. Et l'étude devrait être faite dans ce sens-là. Mais je pense qu'après je n'ai pas été plus loin, mais si on veut plus, le syndicat Sud Intérieur avait poussé la chose. On a fait un sujet pour notre site qu'on a appelé Manip de Manif. En 1er mai 2018, on avait rencontré, quelqu'un de l'équipe avait rencontré un CRS, un gradé, qui nous avait expliqué comment se passait dans les manifs la gestion des foules, en somme, hein, et comment on pouvait tout à fait laisser casser, parce qu'on dit toujours qu'il y a des infiltrations parmi les black blocs, parmi les des flics qui s'habillent en gilets jaunes et qui vont casser, etc. Et lui nous avait expliqué que ça c'était pas du tout nécessaire pour arriver à manipuler la foule, enfin, dans une manifestation. Il suffisait, ça avait été le cas ce 1er mai 2018, de laisser casser. Qu'est-ce que tu sais là-dessus ? Pour le 1er mai 2018, effectivement, les consignes avaient été données dès l'appel, vous ne bougerez pas une oreille. Voilà, donc ça, c'était très clair. Après, ce qu'on en sait, c'est pareil, c'est des preuves par des faits. Il y avait eu, sur les manifestations pendant les Gilets jaunes, il y avait eu place de la République, à un moment, une trentaine de personnes qui avaient crié à des policiers « Suicidez-vous ». Ah oui, je me souviens. Voilà, la place de la République était nassée, ce qui est une aberration d'un point de vue maintien de l'ordre, mais par contre, d'un point de vue pour interpeller quelqu'un, on est sûr que la personne ne s'échappe pas. Aucun des policiers n'a eu l'ordre d'interpeller ces personnes pour les présenter à la justice. Et le soir, nous avons eu un beau discours de Christophe Castaner, alors ministre de l'Intérieur, qui a dit « Je vais envoyer tous les moyens de la police judiciaire pour les retrouver ». En fait, il suffisait juste de donner l'ordre l'après-midi pour le faire. Et on n'en parlait plus. L'interpellation en flagrant délit, après la justice regarde qui est derrière ces masques et pourquoi ils l'ont fait, puis après fait son travail. Ce n'a pas été le cas. Et du coup, on est toujours en train de les chercher à l'heure actuelle. La police judiciaire a d'autres choses à faire que de rattraper les discours ministériels. Également aussi, on a l'impression d'être dans cette guerre d'images encore plus récemment. C'est ça, une guerre d'images. Oui, c'est la guerre d'images parce que c'est comme ça que je l'ai vécu et je l'ai ressenti. On a vu un policier quasiment se faire lyncher récemment. Donc la guerre de l'image arrive à tel point, c'est qu'on n'a même pas les ordres de protéger les policiers. Pour justement faire des images et dire après, vous avez vu, il y a quelqu'un qui s'est fait tabasser, mais on a tabassé un policier. Et on est en train d'essayer d'opposer deux souffrances, deux choses qui sont complètement illégales et inadmissibles, qui doivent être condamnées les deux, et on est en train de les opposer. Mais en fait, ça ne s'oppose pas. Les deux doivent être condamnés et puis on doit retrouver les auteurs. Qu'ils portent un uniforme ou pas, un délit ou un crime selon le code pénal, c'est la même chose. Et ça doit être jugé encore plus fortement quand c'est fait par un dépositaire de l'autorité publique ou contre un dépositaire de l'autorité publique. Dans les deux cas, les auteurs doivent être sanctionnés lourdement. Et en plus, dans une unité constituée, ce n'était pas une unité de la BAC qui était infiltrée dans la manifestation pour faire du flagrant délit. C'était des gens qui étaient en unité avec casque, matraque, etc. et bouclier. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont dirigés correctement, ils ne peuvent jamais se faire déborder. Ils ont forcément des renforts des autres unités. Donc soit il y a une faute de commandement, on est dirigé par des incompétents, soit c'est pour la guerre de l'image, soit on est dirigé par des incompétents qui en plus sont dans une guerre de l'image, quitte à sacrifier des policiers. Donc en fait c'est ce problème de, voilà, une fois de plus on est dans deux camps manichéens et en fait les deux camps sont pas du tout manichéens. Il n'y a pas de deux camps en fait, ça les camps je les laisse à monsieur le préfet l'Allemand qui dit on n'est pas dans le même camp madame, qui n'a pas été sanctionné d'ailleurs pour ça alors que c'était un manque grossier au devoir de neutralité du service public. Oui, je suis gilet jaune. Nous ne sommes pas dans le même camp, madame. Et pour revenir, pour avoir vécu l'expérience, on était allé avec un collègue CRS à une manifestation, je ne sais plus laquelle, l'année dernière. On est arrivé place de la République. Il nous a dit, regardez, là, ces groupes-là, là, ils vont bientôt constituer le bloc. Donc là, si on avait les ordres de les interpeller, on pourrait les disperser rapidement. On n'a pas les ordres. Il m'a dit, ils vont constituer le bloc dans le coin de la place. Donc effectivement, un quart d'heure après, ils se rassemblaient tous dans l'endroit où il nous avait dit, et le bloc a été constitué. Il dit là, on pourrait encore les nasser, les interpeller et les extraire de la manif. Donc, on n'a pas les ordres. On n'a pas les ordres. Ouais. Il m'a dit le pire va arriver, c'est que le bloc va se déplacer au milieu de la place de la République, ce qu'il a fait. Il a dit là, la place est tellement grande et tellement vaste qu'on peut plus les interpeller et s'occuper que d'eux. Donc on va recevoir sans doute des ordres, mais ça va être de taper dans le tas. Et donc des manifestants qui n'ont rien demandé, qui étaient là de façon pacifique, vont en prendre plein les dents. Voilà. Et c'est ce qui est voulu. Et ça va encourager en disant, voilà, tout le monde déteste la police, encourager les autres à venir dans le bloc en disant, nous on s'est fait taper, on va aller renforcer le bloc pour taper la police. Et en fait, on est sur cette engendration, on est sur cette escalade de la violence, mais parce qu'on n'a pas les ordres pour nous diriger, voilà, tout simplement. Et si on n'a pas les ordres pour nous diriger, c'est des politiques qui sont aux manettes derrière. Voilà, alors ça permet de discréditer la cause de la manifestation.
Hein, ça... Il y a eu des violences hier soir dans tel endroit où il y a eu telle ou telle forme de violence, mais on sait bien qu'on oublie. Ça fait digression. C'est-à-dire qu'on oublie quelle était la manifestation, quelle était la cause de la manifestation, ou des manifestations. Je reviens un peu en arrière. Pourquoi t'étais rentré dans la police, toi? T'es rentré là-dedans il y a 14 ans. Avec quelle idée, quelle intention? Moi, je cherchais à me mettre au service de l'intérêt général. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu faisais avant? D'où tu sortais? Avant, je faisais mes études de droit et sciences politiques. Pendant mes études, j'ai fait plein de petits boulots. J'ai fait agent de sécurité, je fais d'autres choses. Et pendant que j'étais agent de sécurité, donc je travaillais de nuit pendant que j'allais étudier la journée, j'ai rencontré un copain et il m'a dit tiens, moi je vais passer le concours de la police. J'ai dit on a discuté. Et puis j'ai dit voilà, ça serait pas mal. Ça je sens que c'est une vocation qui pourrait me plaire. J'ai passé le concours avant d'intégrer la police. Quand on passe le concours, il y a toujours un délai avant d'intégrer l'école de police. J'ai fait d'autres petits boulots. J'ai fait gardien d'immeuble, j'ai fait agent immobilier. Et j'ai été content de rentrer dans la police. Avec un petit bémol, c'est que mon copain qui était rentré avant moi, il m'a dit en fait, c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est déjà, rentre pas, fais autre chose parce que tu vas être déçu. Si tu es rentré pour servir les gens, ça va te sembler compliqué. Bon, je l'ai pas écouté, je suis rentré et ça s'est malheureusement dégradé. Et voilà, donc il avait raison, mais... Il reste des idéalistes comme toi dans la police, des gens qui y croient, qui pensent qu'ils sont utiles, qui ne sont pas bouffés par ce corrompu, par ce cynisme général qui... Alors il reste des policiers, heureusement une grande majorité qui va faire son travail correctement. Il y a deux moyens de résister dans la police à l'heure actuelle. Soit la méthode qu'on a utilisée au niveau du syndicat d'IJ avec plusieurs délégués, c'est de l'ouvrir, de dénoncer sur la place publique les dysfonctionnements, parce qu'en interne, ça ne veut pas bouger. On s'en est tous pris plein les dents, des sanctions on en veut, tu en voilà, pour des motifs assez fallacieux. La deuxième façon de résister, c'est de rester à l'intérieur, d'essayer de faire son travail le mieux possible et de ne pas déborder et de dire voilà, si tous les policiers être le plus discret possible pour passer entre les gouttes des sanctions disciplinaires et faire les choses à son petit niveau. Voilà, dire moi j'ai essayé d'aider telle personne, j'ai fait telle procédure et essayer de s'accommoder des mauvais côtés et pour pouvoir continuer à exercer en conscience. Mais le problème aujourd'hui de la police, c'est que d'un côté des policiers veulent exercer en conscience leur métier et à côté de ça on leur oppose la peur de la hiérarchie qui veut du résultat statistique, qui veut des fois des ordres illégaux. Oui, mais quelle est la possibilité de refuser un ordre? Si on te donne un ordre et que tu n'es pas d'accord, tu peux refuser? Alors on peut refuser, en général ça se finit en procédure disciplinaire pour manque de loyauté, refus d'obéissance. Il y a la deuxième possibilité. Ça se fait, ça se produit? Ah bah oui, oui. Des exemples? Ah oui? Ah bah dans une manif, on te dit allez les gars, vous chargez et si tu vas pas, tu vas avoir des problèmes derrière pour refus d'obéissance, pour refus de loyauté, enfin manque de loyauté et mise en danger de toute l'équipe parce que voilà, donc derrière la vie va être compliquée pour le fonctionnaire qui va refuser l'ordre. C'est possible également. J'ai un exemple en tête. J'avais un collègue à qui on avait dit tiens, tu vas prendre un LBD sur une manifestation des Gilets jaunes. Il a fait remarquer à juste titre à son supérieur qu'il n'avait même pas la formation LBD. Donc la formation LBD, c'est un tir tous les 3 ans de 5 balles. Donc 3 qui doivent toucher. Et encore, à l'époque, on s'était outré avec le syndicat en disant que c'était tous les 2 ans. Et l'administration, un mois après, a dit tous les 2 ans, c'est vrai, ça ne sert pas à grand-chose, ça va être tous les 3 ans. Voilà. Donc résultat des courses, lui, il avait dit, non, moi je ne le prends pas. Son chef de service lui a dit, son supérieur lui a dit, écoute, tu as 2 solutions. Soit tu le prends, parce que je t'en ai donné l'ordre, soit tu vas pas le prendre. Et du coup, tes vacances, je vais te les décaler. Il dit, j'ai déjà réservé avec mes enfants et ma femme, quoi. Ah oui, mais du coup, réfléchis bien. Est-ce que tu prends ou pas? Parce que du coup, il n'y aura peut-être même pas de sanctions disciplinaires, ce sera juste des brimades sur les congés. Tu seras le premier à être rappelé les week-ends. Tu seras le premier... Déjà, les heures supplémentaires, tu vois pas beaucoup ta famille, mais là, ça va être l'enfer pour toi. Donc, ce collègue a fini par prendre le LBD. Il a croisé les doigts de ne pas avoir à s'en servir. Il s'en est pas servi, bien heureusement, parce qu'il était parfaitement conscient en disant qu'il ne faisait que reporter le problème. S'il s'en servait, il aurait été tout seul à la barre du tribunal. Parce que comme c'était des ordres oraux, il n'aurait rien eu. Et ça, j'en veux pour preuve. Il y avait une collègue, il y a quelques années, qui avait une voiture de police qu'elle devait prendre pour sa mission. Elle a fait le tour de la voiture, elle a vu constater qu'elle était défaillante de partout. Donc elle marque dans le carnet de bord tous les problèmes techniques qu'elle rencontre. Elle en réfère à son supérieur hiérarchique. Son supérieur hiérarchique lui dit il n'y a que ce véhicule qui est disponible, je te donne l'ordre de le prendre. Donc, du coup, elle exécute l'ordre. Et malheureusement, un drame arriva, elle percuta une greffière devant le palais de justice à Paris et tua la greffière. Ouf. Voilà. Immédiatement, l'administration a dit vous avez vu, cette fonctionnaire, elle a pris le véhicule, elle savait parfaitement qu'il n'était pas aux normes, elle l'a même écrit. Elle l'a écrit.
Et ben, il dit, mais c'est vous qui m'avez donné l'ordre. Jamais, on n'aurait jamais fait ça, vu l'état du véhicule, etc. Donc au final, résultat des courses, cette dame est morte. Le ministère de l'Intérieur n'a quasiment pas indemnisé la famille, a essayé de sanctionner la fonctionnaire sur le terrain, mais comme ça ne tenait pas trop la route, voilà, il n'y a pas eu de sanction. Et au final, il y a une famille endeuillée, une fonctionnaire qui a tué quelqu'un, une hiérarchie qui a donné les ordres, qui s'en est sortie une fois de plus blanc comme neige, quoi. Donc c'est très fatigant, cette pression interne qu'on peut avoir que les gens n'imaginent pas de l'extérieur. Il faudrait qu'on évoque un peu le préfet Grimaud, parce qu'à chaque fois qu'on évoque les histoires, les débats sur la police, etc., on évoque le préfet Grimaud. Il se trouve que j'ai assez vécu pour avoir été présent en mai 68. C'était très très loin d'être gentil et très très loin d'être caressant. C'était incroyablement violent. Il y avait énormément de blessés, même je crois plus que des blessés. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train d'idéaliser, enfin a posteriori, la façon dont ce préfet Grimaud, qui avait entre autres pour consigne de faire attention à ses étudiants, qui à l'époque étaient très souvent des filles de famille et des filles de la bonne bourgeoisie, il fallait les ménager, il fallait faire attention à ce monde-là. Est-ce qu'on n'a pas un peu idéalisé a posteriori par rapport à tout ce que tu décris aujourd'hui? Alors, je dirais qu'en fait, en mai 68, effectivement, ça a dû être violent. Voilà. Oui. Il y a eu des soucis, mais du coup, le préfet a dit qu'il faut mettre un holà à tout ça. Il n'était pas forcément partout derrière sur le terrain, mais il a dit, bon, je vais vous rappeler quelques règles de déontologie, les amis, parce que ça en va de l'intérêt général. Donc là, il y a la hiérarchie qui était en train de mettre un frein à certains policiers qui voulaient partir en roue libre. Aujourd'hui, le problème est complètement inversé. C'est cette même hiérarchie qui pousse les gens sur le terrain à faire n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a une inversion de la chaîne hiérarchique sur qui fait n'importe quoi dans la police. Donc encore, quand c'est quelqu'un qui est à la manette, qui peut encore contrôler, sanctionner, etc., maintenant, c'est ceux qui dirigent la police qui font ce qu'ils veulent. À tel point, c'est que, comme on parle du préfet Grimaud, pour les 50 ans de mai 68, il y a eu la préfecture de police qui a ressorti la lettre du préfet Grimaud. Qui l'a ressorti. J'en parle, mais du coup, voilà, mais du coup, en plus, quand on regarde dans leurs documents, ils ont ressorti la vieille lettre en papier jauni. On a vraiment l'impression que c'est l'original. Mais ils ont oublié un paragraphe, quoi. Ils ont enlevé le paragraphe « frapper un manifestant à terre ». Ils l'ont oublié, c'est un paragraphe essentiel. Et quand la préfecture de police a été interrogée, mais pourquoi vous avez supprimé ce paragraphe, la préfecture de police a choisi de se murer dans un silence. Et après, les événements suivants ont permis de comprendre, parce que du coup, il y a un manifestant à terre, il n'y avait pas de problème pour aller le fracasser. Et aujourd'hui, on a une lettre du préfet allemand aux policiers, qui est complètement, je veux dire, là, c'est pas du tout la même chose. C'est on doit garder la ligne républicaine, je vous soutiens, on va y aller, c'est nous qui avons le bon droit. Il n'y a plus cette mesure que le préfet Grimaud avait. Donc effectivement, il a pu être idéalisé par rapport à ce que les gens ont vécu sur le terrain. Mais là, il a essayé de mettre un frein à des situations qui n'étaient pas admissibles. Aujourd'hui, on a un préfet allemand qui dit qu'on n'est pas dans le même camp. Dis-moi, j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon qui a dit si j'étais président, on changerait la police de fond en comble. Imaginons que Jean-Luc Mélenchon te demande, il te dit écoute Alexandre, dis-moi un petit peu comment on peut changer la police de fond en comble. Quel serait ton projet pour la police? Je ne te demande pas de tout penser, mais en gros... Non, le projet initial, d'ailleurs, n'importe qui me le demanderait, je donnerais les mêmes réflexions, parce que je pense que la police ne devrait pas avoir une couleur politique, elle doit être au service de tous, et protéger les libertés de tout le monde pour qu'on puisse débattre sur la place publique, sans pour autant en abuser et qu'elle se soit détournée de ses missions, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Donc le premier pare-feu et le garde-fou, le premier qui serait salutaire pour la police et la population, ce serait une inspection et un contrôle citoyen de la police. Un IGPN citoyen, pour deux raisons. Déjà, parce que c'est de la transparence. Aujourd'hui, quand on se plaint de la police, on va voir la police, donc ça ne va pas très loin. Maintenant, si c'est des citoyens qui contrôlent la police, ce qui semble normal vu que c'est un service public, il y a des enquêtes qui sont faites par des citoyens. Et j'ai envie de dire, les jurys d'assises donnent des décisions qui semblent en adéquation avec ce qu'attend la population française, des fois plus que des magistrats professionnels. Et du coup, le bon sens, populaire permet d'avancer, avec un éclairage également de policiers dans l'institution de contrôle citoyen de la police pour qu'ils expliquent leur mission. Aujourd'hui, l'IGPN, c'est que des bureaucrates qui n'ont pas mis un doigt de pied sur le terrain. Il y a des précédentes, de ce contrôle populaire, ce contrôle citoyen. Il y a l'Angleterre le fait, le Royaume-Uni, ils ont ça, ils ont un organisme indépendant, et il y avait Libération qui avait fait une petite boutade en disant I en Angleterre, ça veut dire indépendant, I en France, ça veut dire inspection, et toute la différence est dite à ce niveau-là. D'ailleurs, police qui contrôle la police, c'est une exception européenne dans les démocraties européennes, la France.
On n'est pas invité à certaines conventions parce qu'on ne respecte pas cette règle-là d'avoir un contrôle indépendant. Et du coup, en France, donc l'IGPN couvre tout et cache tout, donc il n'y a pas de remise en question. À la différence que quand l'inspection est indépendante comme en Angleterre, eux, il y a un travail de retour d'expérience. Et il y a des collègues anglais avec qui j'ai discuté, ils m'ont dit, là, il y a eu des émeutes à Londres en 2012 dans les divers banlieues. Et la police a analysé ce qui s'est fait. Ils ont dit ça, on a merdé. Ça, c'était pas bien, faut pas le refaire. Ça, c'était bien, faut qu'on le reprenne pour une prochaine fois. Et en fait, il y a ce retour d'expérience pour essayer d'améliorer la prochaine fois ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et sans forcément une valeur de jugement. On dit des fois, on a fait des choses dans la précipitation. Maintenant, comment on fait mieux demain? En France, c'est pas comment on fait mieux demain, c'est comment on camoufle les erreurs qu'on a fait. Et on s'en fiche de les reconnaître ou pas, parce qu'on les recamouflera. Donc, ce contrôle extérieur permet déjà de cadrer en disant un citoyen a un problème, il sait que ça va être plus transparent. Deuxième chose, au sein de la police, quand quelqu'un dénonce un dysfonctionnement, aujourd'hui il ne le fait pas ou il ne refuse pas des ordres illégaux parce qu'il a peur des sanctions, parce que l'IGPN va donner raison à son chef de service. Si maintenant c'est un contrôle indépendant, il va dire moi j'ai refusé l'ordre illégal, je vais m'expliquer devant des citoyens qui n'ont pas de lien hiérarchique, qui n'attendent rien du ministre de l'Intérieur. Donc ça libère la parole en interne de la police nationale. Donc ça permet de la transparence, un contrôle citoyen, et ça permet d'apprendre de ses erreurs. Ça fait trois choses quand même qui me semblent importantes dans une démocratie. Tu regrettes pas de ta démission? Non. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Pour le moment là, je voulais partir le plus vite possible parce que c'est plus en adéquation avec les valeurs pour lesquelles je m'étais engagé. Donc du coup, j'ai des principes, voilà, donc je préfère partir. Après, j'aurais préféré que ça se passe plus lentement pour que je sache où je vais aller. Donc là, je ne sais pas où je vais aller. Donc, mais par contre, je pourrais toujours me regarder dans une glace. Donc c'est le plus important pour moi. Merci Alexandre. Merci beaucoup.